Pourquoi parler de la Lune alors qu'il est question de la forme de la Terre? Car ce que l'on voit de la Lune doit être conforme à notre vision du monde. Les platistes ne peuvent pas parler de la Terre plate sans parler de la Lune. Ils affirment même parfois qu'observer la Lune permet de prouver la Terre plate. La question que je pose dans cette vidéo, lequel des deux modèles cadre le mieux avec ce qu'on voit de la Lune? Le modèle officiel ou le modèle de la Terre plate? Quelques modèles de la Terre plate ne tiennent pas compte du fait qu'on peut observer la Lune de jour. Sur ces modèles, on voit toujours la Lune à l'opposé du Soleil. Mais on voit bien la Lune de jour, c'est très facile à observer. Pour cette raison, ces modèles sont rejetés. Que dit le modèle officiel quant à lui? Regardons mon vieux livre d'astronomie. La Lune tourne autour de la Terre en un mois environ, période au cours de laquelle sa position change par rapport au Soleil. Lorsque la Lune est diamétralement opposée au Soleil, on peut apercevoir de la Terre la totalité de sa zone éclairée, il s'agit de la pleine Lune. Lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil, la partie éclairée de la Lune n'est pas visible et c'est la nouvelle Lune. Et voici une animation permettant de comprendre les phases de la Lune selon le modèle officiel. Lors des croissants, la Lune est dans la direction du Soleil, c'est normal de la voir de jour. Lors des demi-lunes, elle est alors à 90 degrés par rapport au Soleil. Et si on y pense, ça veut dire que quand le Soleil se couche, la Lune est déjà à son zénith. Tout concorde. Je retourne à mon livre. Contrairement à une croyance assez répandue, les phases de la Lune sont fonction des positions relatives du Soleil et de la Lune, elles n'ont rien à voir avec l'ombre de la Terre. Pour s'en convaincre, on n'a qu'à observer la forme de la Lune gibbeuse. L'ombre circulaire de la Terre projetée sur la face éclairée de la Lune ne pourrait donner ce résultat. Malheureusement, certains platistes véhiculent cette croyance assez répandue. Ils pensent avoir bien compris la science et pouvoir la contredire en moins de 5 minutes. Donc la Lune, le plein jour. Donc la théorie officielle, vous avez la Lune ici et le Soleil juste en face là. 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 Et donc là, vous avez la Lune. Donc la théorie officielle dit que l'ombre que vous voyez là derrière, là, on voit pas la Lune en entier en fait parce que la Terre cache cette partie là. Vous voyez la théorie officielle? Donc voilà, si on ne voit pas le reste de la Lune, c'est parce que la Terre la cache. Mais je ne vois pas comment la Terre pourrait la cacher, puisque la Lune et le Soleil, là, sont tous les deux au-dessus de ma tête. Donc il y a un souci. Cette autre personne, pour la même raison qu'elle n'a pas compris la science, se permet de la traiter de religion. Il faut quand même pas mal sous-estimer la population d'avoir pu être bernée par les scientifiques de la sorte alors que tout le monde sait que la Lune est visible de jour. Vraiment, c'est un secret pour personne. Même mon garçon de 5 ans est au courant. Bien proche du micro. Est-ce que tu te rappelles d'avoir déjà vu la Lune de jour? Non. Est-ce qu'on voit la Lune le jour des fois? Oui. Ouais, hein? Oui, mais papa, Ouais, moi là, quand je suis allée chez Adam, ouais. ben, j'ai déjà vu la partie qui est en noir un petit peu gris qui est dans la Lune. Ah ouais, est-ce que c'était le jour ou la nuit? C'était la nuit. Ok. Ben, j'ai vu la partie qui est de la Lune qui est dans le noir. Ok. Ouais, je comprends. J'en profite pour présenter une deuxième erreur véhiculée à propos de la science par certains platistes. Si la Lune était si près de la Terre comme le suggère le dessin, on se demande bien comment il serait éclairé par le Soleil lorsqu'elle est derrière la Terre. Mais ce dessin est un modèle pour faire comprendre. Il n'est pas à l'échelle correcte, c'est celle-ci. Et lorsqu'on tient compte des ombres, ça donne ça.
Comme on a dit, donc, ce n'est pas l'ombre de la Terre qui fait les phases de la Lune. D'ailleurs, ça collerait encore moins bien avec le modèle de la Terre plate. J'ai trouvé ce modèle de la Terre plate qui voulait expliquer les phases de la Lune sans commettre l'erreur. Mais ce modèle est en soi incohérent. En bas à droite, il présente ce que verrait un observateur dans l'hémisphère sud. Mais contrairement à ce qui est montré, quelqu'un dans l'hémisphère sud ne verrait pas une seule phase de la Lune en une nuit, mais plusieurs. Par exemple, ici, il verrait la nouvelle Lune. Là, il verrait la demi-lune. Et plus tard, de jour peut-être, la pleine lune. Tout ça dans la même journée. C'est déjà très mal parti pour ce modèle, mais de plus il ne cadre pas avec la réalité, pour deux raisons. La première raison, c'est que le monde entier voit la même phase de la Lune en même temps. Selon ce modèle, par contre, les phases entre l'hémisphère nord et sud seraient inversées. Mais c'est pas du tout le cas dans la réalité, tout le monde voit la même phase de la Lune le même jour, et c'est bien connu. Sur les calendriers lunaires, aucun besoin de spécifier l'hémisphère dans lequel on se trouve pour savoir quelle phase de la Lune on peut observer. La deuxième raison, c'est que tout le monde voit la même phase de la Lune, ce qui ne fonctionne pas avec ce modèle. En effet, à ce moment précis, par exemple, une personne en Amérique du Nord et une autre au Brésil verraient des faces presque totalement opposées de la Lune. Une personne verrait le devant, l'autre derrière, si je peux dire. Mais ce n'est pas ce qui est observé dans la réalité. Même Nanke est d'accord sur ce point. Au nord comme au sud, la face visible est la même, la Lune semble inversée, mais c'est la même face. Cette erreur d'ailleurs ne s'applique pas seulement à ce modèle-là, mais à tous ceux qui présentent la Lune comme une boule rapprochée de la Terre. Pour toutes ces raisons. Et le modèle officiel, lui, que dit-il? Si la Lune tourne autour de la Terre, il faut expliquer pourquoi on voit toujours la même face de la Lune. Selon la science, c'est à cause de la rotation synchrone. La Lune fait un tour sur elle-même en même temps qu'elle fait un tour autour de la Terre, ce qui fait qu'elle montre toujours la même face, du moins à peu près, parce que c'est pas parfait. Je sais bien que certains platistes disent que c'est un drôle de hasard. En effet, mais au moins la science a une explication qui a le mérite d'être logiquement possible et qui est conforme avec nos observations, contrairement aux autres modèles présentés. Toujours selon la science officielle, si quelqu'un au Brésil et quelqu'un au Québec voient la même face de la Lune, c'est parce que la Lune est vraiment très loin, entre 356 et 406 000 km. Certains platistes pensent que les deux observateurs ne devraient pas tout à fait voir la même face, mais ils ont raison. Ce phénomène s'appelle la libration lunaire. Mais selon la science, la différence de point de vue entre ces deux observateurs est d'1%, ce qui n'est pas beaucoup. Est-ce que ce modèle officiel est plausible? Vérifions. Entre les deux observateurs, il y aurait 12 000 km alors que la Lune est en moyenne à 384 000 km. Voici ce que ça donne à l'échelle dans cette expérience maison. La pomme est à 10 mètres et je déplace la caméra de 30 cm. Le ratio est le même. Et comme vous pouvez constater, la différence entre les deux points de vue est minime. Bref, jusqu'à maintenant, le modèle officiel explique mieux ce qu'on voit de la Lune que le modèle de la Terre plate. Au lieu de présenter la Lune comme une sphère, certains modèles de la Terre plate proposent une Lune ayant la forme d'un disque. Ça permettrait en effet d'expliquer pourquoi tout le monde voit la même face. Écoutez ces explications. Okay, now look at these images of the moon from the northern hemisphere and the southern hemisphere. These are the so-called northern hemisphere and so-called southern hemisphere. See it flipped over. Okay, now why is this on the flat earth model? Let's take a look, for example, at a ceiling light in a living room. Now just imagine this is a southern hemisphere and the so-called northern hemisphere on the other side. This is how you're going to get it. It's going to be flipped around. Just like you see here with this crude image, the smiley face I made. You're standing here on the northern side, for example. You're going to see an upside down smile. If you're standing here, you're going to see it right side. That's exactly what you're seeing here. So when you see the flat earth model, of course, you know, this is... How come the moon is upside down in the southern hemisphere? This is another very simple explanation. When somebody is in the northern part of the Earth, or on the northern part of the Earth, they see the moon from this angle.
When somebody is on the southern part of the Earth, the moon looks like this. They're looking at it from this angle. They see it from the opposite angle, and that's all it is. Imagine you tape a picture of the moon in the center of your living room, right? Depending on where you are in the room, the moon will be seen differently. When pondering this question, keep in mind that the face of the moon never changes. On a spherical Earth, we'd expect to see other sides, but we never have. Selon moi, il faut forcer les apparences pour dire que la Lune est un disque. Les phases de la Lune montrent que la Lune est une sphère. Et ces phases sont reproductibles avec une sphère et une source lumineuse. Ça donne une bonne indication que la Lune est une sphère. Non seulement ça, mais les cratères visibles sur la Lune prouvent que la Lune est une sphère. Pour comprendre le principe, voici un rond dessiné sur une balle. Si le rond est vu de côté, il s'aplatit et devient une ellipse. Sur la Lune, c'est ce qui se produit. Les cratères au centre sont ronds. Ensuite, ils s'aplatissent. Et là, sur les bords, ils sont carrément des ellipses. Évidemment, je ne suis pas allé sur la Lune, mais tout porte à croire que c'est une sphère. Mais de toute façon, la Lune ne peut pas être un disque. Comme nous disions, un rond vu de biais devient une ellipse. Si la Lune était un disque, certaines personnes ne la verraient pas ronde, mais aplatie. La Lune ne paraîtrait bien ronde que pour ceux qui sont bien en face d'elle. Par exemple, si la Lune est face à Bogota, dans ce cas, une personne au nord, par exemple à Québec, verrait un disque aplati, tout comme la personne à Santiago. Mais si le disque est orienté vers le nord, ça ne réglera pas le problème, la personne à Québec verra un beau rond, mais pas les autres. Le même phénomène se produirait dans la même nuit pour la personne à Bogota. Au lever, la Lune plus loin serait aplatie, au zénith, elle semblerait bien ronde, et au coucher, elle semblerait à nouveau aplatie. Tout ça dans la même nuit. Le pire dans tout ça, c'est que ceux-mêmes qui proposent cette solution n'ont pu faire leur dessin sans reproduire une ellipse. Comment n'ont-ils pas pu voir l'absurdité de leur modèle? On peut se poser la question, se croient-ils eux-mêmes? Mais en fait, tous ces modèles de la Terre plate présentant une Lune éclairée par le Soleil sont incohérents. Lorsque la Lune est à l'opposé du Soleil, c'est-à-dire lors de la pleine Lune, on se demande bien comment la Lune serait éclairée par le Soleil alors que tout le reste est plongé dans le noir. Pour régler ce problème, certains affirment que la Lune n'est pas illuminée par le Soleil, mais qu'elle crée sa propre lumière. Selon eux, une sphère éclairée de l'extérieur donnerait plutôt quelque chose comme ceci. Malgré tout, que la Lune soit auto-illuminée est contraire à ce qu'on voit. Premièrement, lorsque les platistes présentent ce genre d'image, ils déforment la réalité. Car si on veut voir comment une sphère est éclairée par le Soleil, on n'a pas à chercher bien longtemps, on n'a qu'à prendre une sphère et à la jeter dehors. Ça ne donne pas ça, mais ça. Deuxièmement, on n'a qu'à regarder les cratères de la Lune pour voir que la lumière vient bien de l'extérieur de la Lune. La lumière sur les reliefs de la Lune produit un jeu d'ombre. Si la Lune produit sa lumière, comment le fond des cratères peuvent-ils être tout noirs? Non seulement ça, mais tout indique encore une fois que la lumière provient du Soleil. Voici le même cratère observé à différents moments. En haut, au premier quartier, on voit bien d'où vient la lumière, de la droite, car les ombres vont vers la gauche. En bas, au dernier quartier, les légères ombres que l'on voit sont projetées vers la droite, montrant que la lumière vient de la gauche. Tout cela est parfaitement conforme à l'idée que la lumière vient du Soleil. Troisièmement, comme on a vu, les phases de la Lune sont conformes à ce que montre une boule éclairée de l'extérieur. D'ailleurs, on peut facilement faire cette expérience pour prouver que la Lune est une sphère éclairée par le Soleil. Si la sphère que l'on tient dans ses mains et la Lune sont éclairées toutes les deux par le Soleil, un observateur se situant dans l'axe de la sphère et de la Lune devrait normalement voir les mêmes parties éclairées. Ça prend 2 minutes à faire, je l'ai fait, et voici le résultat. Même phase, même orientation. 2 jours plus tard, même résultat. Même phase, même orientation.
Et voici un test fait en Australie par quelqu'un d'autre. Ça marche tout le temps, toujours. Essayez-le à la maison, facile à faire. Avec cette expérience, lorsque les platistes disent soit que la Lune est un disque, soit qu'elle s'éclaire elle-même, je me dis que j'ai de sérieux doutes. Tout concorde avec le modèle officiel d'une Lune éclairée par le Soleil. Comme on dit en anglais, « If it's not broken, don't fix it ». Après tout ça, je n'ai même pas encore abordé le point le plus important. Peu importe le modèle utilisé pour représenter la Terre plate, la Lune doit être assez rapprochée de la Terre pour révolutionner autour du pôle Nord. À partir de ce modèle, on peut faire une prédiction. La Lune qui se lève est sensiblement plus éloignée de l'observateur que la Lune à son zénith quelques heures plus tard. Par exemple, pour quelqu'un à Montréal, la Lune se lève lorsqu'elle est dans l'océan Atlantique ou au-dessus de l'Afrique. Elle est à son zénith quelque part au-dessus du Venezuela ou des Antilles et se couche lorsqu'elle est dans l'océan Pacifique. Sur la carte de la Terre plate, la distance entre la Lune et l'observateur fluctue donc pas mal au cours d'une même journée. Le modèle officiel, lui, dit que la Lune est en moyenne située à 384 000 km. C'est une moyenne. Certains jours, elle est plus près, d'autres jours plus loin, ce qui fait que sa taille apparente fluctue. Mais au cours d'une même journée, et j'insiste au cours d'une même journée, la fluctuation est négligeable. Entre le lever de la Lune et le moment où elle était au zénith, il n'y a qu'environ 6000 km d'écart. En d'autres termes, 1,5% de différence, qui est plutôt négligeable. Je résume, tous les modèles de la Terre plate supposent que la Lune est beaucoup plus loin d'un observateur au lever qu'au zénith, ce qui fait qu'elle devrait normalement paraître plus grosse au zénith, puisque les objets rapprochés, comme tout le monde le sait, paraissent plus gros. Le modèle officiel, quant à lui, prédit que la Lune a la même taille apparente au cours d'une même nuit. J'ai donc décidé de vérifier lequel des deux modèles collait à la réalité en observant la Lune une fois lorsqu'elle était près du zénith et quelques heures plus tard. Voici ce que ça donne. La Lune était là lors de ma première vidéo. Au zoom maximal, ça donne ça. La Lune était ici lors de la deuxième vidéo. Au zoom maximal encore une fois, ça donne ça. Pour citer quelques platistes, pas besoin de mathématiques. En comparant les deux images, est-ce qu'une des deux lunes a l'air 2 fois plus loin que l'autre? Mais si vous voulez mon avis, c'est encore mieux avec des maths. Et c'est pour ça qu'on va calculer. Voici où se trouvait la Lune lors de ma première vidéo. En regardant un peu les trajets de la Lune selon les villes, j'en conclus que la Lune passait entre Port-au-Prince et Guatemala. Grossièrement, si j'utilise le seul calculateur dont je dispose, la Lune se trouvait au-dessus d'un point situé à 3500 km de chez moi. Comme elle se situait à 58 degrés au sol, on peut calculer que sur une Terre hypothétiquement plate, elle serait en fait à 6600 km, soit à 5600 km d'altitude. Voici où elle était lorsque j'ai filmé la seconde vidéo, tout près d'Hawaï. Et voyez ce que ça donne à partir du calculateur de Google Earth. J'insiste là-dessus, je ne prétends pas être précis, mais ça donne au moins un ordre de grandeur. Et vous pouvez constater que j'utilise une mesure très charitable. La Lune semblait dans les faits beaucoup plus près d'Hawaï que le montre cette mesure, et donc elle devrait en fait être encore plus éloignée, et donc plus petite. Si donc on a une distance au sol de 6300 km, et si la Lune est à 5000 km d'altitude, ça veut dire qu'elle était en fait environ 8400 km. La Lune était donc 1800 km plus loin lors de ma première vidéo. C'est pas 2 fois plus loin comme je le pensais. Il faudra donc calculer la différence de taille apparente. Le diamètre apparent de la Lune fait environ 0,5 degrés. D'après mes calculs, la Lune devrait faire 57 km de diamètre, ce qui est un ordre de grandeur que j'ai déjà vu sur les vidéos platistes. À 8400 km, la Lune ne devrait plus faire 0,5 degrés de taille apparente, mais 0,39 degrés, soit 80% de la taille originelle. En comparaison, ça donne ça, une taille de différence facile à voir sans aucune mesure. Mais encore une fois, avec une mesure, c'est mieux. Vous voyez, c'est pareil. Cette observation aussi est facile à faire. Elle n'aurait jamais pu tromper des dizaines de milliers d'astronomes amateurs,
et elle suffit, à elle seule, à éliminer tous ces modèles de la Terre plate. Le modèle officiel arrive à expliquer de manière cohérente les éclipses de Soleil et de Lune. Non seulement il les explique, mais il les prédit des dizaines d'années à l'avance. Vraiment, sur ce point, il n'y a aucune comparaison possible, le modèle officiel l'emporte haut la main. Car le modèle de la Terre plate n'arrive pas vraiment à expliquer les éclipses. Et vraiment, lorsqu'on en vient à parler de Raoult, un truc qu'on n'a jamais vu ni d'Ève ni d'Adam et qui serait censé expliquer les éclipses, ça prend tout de même une bonne dose de foi pour y croire. Et quant aux prédictions des éclipses, on est encore bien loin. Je termine par un bilan rapide. La Lune semble être une sphère éclairée par le Soleil dont la taille angulaire est constante au cours d'une même nuit et qui ne montre qu'une seule face à tous les habitants de la Terre. Aucun modèle de la Terre plate n'explique tous ces éléments en même temps. Alors que le modèle officiel de la Terre sphérique explique tout ceci à merveille et en plus prédit les éclipses. Lequel des deux modèles est-il le plus rationnel d'adopter et lequel demande au contraire qu'on y mette le plus de foi? La réponse me semble évidente. Même la pleine Lune peut être visible de jour, parce que la longueur des jours varie sur Terre et parce que l'axe de rotation de la Lune n'est pas exactement le même que l'axe de rotation de la Terre. Sur ce site, on voit que toute une partie de la Terre voit la pleine Lune de jour. Ce n'est pas quelque chose de caché ni d'incompréhensible. Certains platistes affirment que ceci est une preuve que la Lune est tout près. Elle semble n'éclairer que les nuages près d'elle. Mais attendez, ces platistes sont-ils en train de dire que la Lune est littéralement plongée dans ces nuages, qu'elle baigne entourée de ces nuages? Les nuages seraient donc à plusieurs milliers de kilomètres de distance et à 5000 km d'altitude. Y a-t-il quelqu'un pour croire cette affirmation? Ça voudrait dire que si moi en ce moment je vois la Lune ennuagée, le reste du monde entier la voit également ennuagée en même temps que moi. À Halifax donc, le même soir, la Lune n'est pas dégagée. C'est ça? C'est totalement absurde, surtout quand l'effet est reproductible. D'un côté, les nuages sont éclairés uniformément, mais de l'autre, on a un halo autour de la source lumineuse. Pourquoi y a-t-il des cratères sur la Lune et sur la Terre? Le modèle de la Terre plate veut nous présenter la Terre comme étant spéciale, bien différente de tous les astres qu'on peut observer. Elle affirme de plus qu'il y a un dôme au-dessus d'elle. On se demande donc comment il peut y avoir des cratères sur la Terre et sur la Lune. La science nous dit que la Terre et la Lune sont de même nature. Ce sont des boules se promenant dans le vide et entrant parfois en collision avec d'autres objets. Quand un petit rocher percute un plus gros, ça fait un cratère. Ces cailloux viennent de tous bords, de tous côtés. Qu'il y ait des cratères sur la Lune ne surprend donc pas. Qu'il y en ait sur la Terre ne surprend pas davantage. Encore un argument en faveur de la Terre sphérique. J'ai utilisé deux calculs très simples pour faire ma démonstration. Pour calculer la distance théorique de la Lune sur une Terre qui serait plate, j'ai utilisé cette formule. Le cosinus d'un angle équivaut au rapport du côté adjacent sur l'hypoténuse. J'ai utilisé cette autre formule pour calculer la taille angulaire. Je décompose l'angle de vision en deux triangles rectangles et j'utilise la formule que j'ai déjà expliquée ailleurs. La tangente de l'angle A égale le côté opposé sur le côté adjacent. La taille angulaire de la Lune est donc 2 fois cet angle. Tout comme la pleine Lune éclaire la Terre, pour la Lune, la pleine Terre éclaire la Lune. Ce qui donne ça. Évidemment, comme la Terre est plus grosse que la Lune, l'éclairage de la Lune par la Terre est plus important que l'éclairage de la Terre par la Lune. J'ai dû en perdre quelques-uns.